Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa, ligne de mire, émission de ce jeudi consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le plan politique. Vous le savez, le Gabon s'apprête à organiser dans les prochaines semaines les élections jumelées, élections des députés à l'Assemblée nationale et élections locales, deux élections qui vont donc consacrer le renouvellement des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces élections seront donc lancées de façon officielle pour ce qui est du vote le 27 septembre prochain pour le premier tour des élections législatives et le second tour aura lieu le 11 octobre de l'année 2025. Le ministère de l'Intérieur a donc publié ce 20 août 2025 la liste officielle des candidats qui vont donc concourir à ces deux élections législatives et locales. Les principales formations politiques sur la ligne de départ avec en perspective de beaux duels dans certains sièges sur l'ensemble du territoire et même au niveau de la diaspora. C'est donc le premier thème de notre émission, les enjeux évidemment de ces futures échéances électorales. Et le deuxième point de notre émission mettra à nouveau l'accent sur cette mobilisation spontanée apparemment née sur les réseaux sociaux, des initiatives prises par certaines personnalités même qui mettent en relief ce qu'ils appellent l'appel à la consommation des produits locaux pour soutenir les initiatives prises par les Gabonais. Donc il s'agit de pouvoir créer une forme de chaîne de consommateurs qui devrait pouvoir soutenir donc les initiatives prises par certains Gabonais, notamment dans le domaine du commerce. On ira sur les réseaux sociaux, sur Facebook, essayer de voir ce que prévoit en termes de mobilisation un acteur connu au Gabon pour avoir joué un rôle important au sein du Parti démocratique gabonais puisqu'il a été secrétaire général en charge de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Il est avocat au barreau de Paris. Vivien Amos Bakaga Peya, et on fera également un point sur cette caricature de Paye qui est l'un des caricaturistes les plus célèbres du Gabon, qui a une page très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et lui également appelle à soutenir les initiatives prises par les Gabonais. Je suis avec trois invités dans cette émission du jour, ligne de mire. Je reçois Jean-Christian Kombila, journaliste, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau Stevie Essima en sa qualité de président du mouvement ou de la plateforme Expression Citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Et je reçois aussi un acteur politique, et pas de moindre, puisqu'il s'agit de Félicien Rodrigue Nvou. Il est militant du Parti démocratique gabonais, le PDG. Monsieur Nvou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être une fois de plus au rendez-vous de cette émission Ligne de mire, afin que nous puissions mettre le marqueur sur ce qui fait l'actualité dans notre pays, notamment en ce qui concerne les élections, l'actualité politique, les élections législatives et locales qui se profilent à l'horizon. Et vous le savez, depuis ce 20 août 2025, le ministère de l'Intérieur a donc rendu officielle la liste des candidats retenus dans le cadre de ces élections législatives et locales. Donc on a les listes des candidats pour les législatives et les locales pour ceux qui ont fait acte de candidature pour les élections locales, et le ministère de l'Intérieur a également rendu officielles les dates en ce qui concerne les réclamations, puisque les candidats ont 3 jours, 72 heures pour pouvoir faire de recours si jamais ils estiment avoir été lésés. Alors, quel regard avez-vous sur cette publication de la liste officielle de ces candidats retenus dans le cadre des élections législatives? D'abord, Félicien Rodrigue Nvou. Il y a en termes de comptabilité, on a essayé de faire un peu le point. On peut voir d'ailleurs à l'écran cette liste de candidats. Je pense, j'espère qu'elle n'est pas la plus exhaustive, mais quand on fait le point, on a à peine 18 partis politiques et une centaine de candidatures, donc des candidats indépendants, mais on va dire une vingtaine de partis politiques qui ont donc fait acte de candidature. Comment on peut expliquer cela, sachant qu'au Gabon, on a au moins 106 partis politiques? Comment se retrouver avec à peine une vingtaine de partis politiques qui ont fait acte de candidature à ces élections?
Oui, cela peut s'expliquer du fait que depuis que nous sommes allés au dialogue, il y avait déjà les partis qui étaient déjà en première ligne, qui accompagnaient le président de la transition. Donc ces partis, naturellement, vont tous aux élections, sans exception. Il y a maintenant le PDG qui demeure l'une des plus grandes forces. Mais, quand vous dites tous ces partis vont aux élections sans exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les partis qui participent au gouvernement, qui ont participé au gouvernement dit de la transition, qui se retrouvent dans le gouvernement de la Ve République, que ce soit l'Union nationale initiale, que ce soit le RPM, tous ces partis-là vont aux élections, sans exception. Oui, mais il y en a 106 non, j'en arrive. Oui. Donc, je voulais d'abord planter le décor que ceux qui ont accompagné la transition, ils vont. D'accord. Maintenant, il y a des tentatives de regroupement qui se sont faites, des partis gazelles, des petits partis qui habituellement vont aux élections, n'ont pas d'élus, et ils se sont dit, bon, plutôt que de faire une nouvelle tentative, nous allons essayer de faire que nous allons essayer de vaincre le signe indien en nous regroupant et en nous mettant. Lorsque j'ai lu un peu l'Union, ils se regroupent dans les grandes agglomérations. Autrement dit, ils ne sont pas sûrs pour ne pas être dispersés. Ils se disent, nous allons tenter le tout et pour le tout. Et ça ils se retrouvent plus au niveau des locales. Parce qu'ils se disent, à la proportionnelle aidant, ils peuvent avoir quelques conseillers. Et il y a quand même ceux qui franchissent le Rubicon en disant que nous allons de manière propre aux élections législatives, ce qui est à saluer parce que des partis qui n'ont pas été dans le cadre de la transition, qui ne sont pas du Parti démocratique gabonais, mais qui vont quand même aux élections législatives, c'est des partis que nous devons saluer sur la place publique parce que c'est une élection, c'est la première élection, c'est l'une des plus importantes après l'élection présidentielle. Donc ces partis sont à saluer et à encourager parce qu'ils participent réellement au suffrage des représentants du peuple au niveau national. Jean-Christian Kobila, alors est-ce que vous pensez que la nouvelle loi électorale qui met quand même en relief certaines conditionnalités qui doivent désormais sous-tendre la création, la formation des partis politiques au Gabon peut expliquer le fait justement qu'on ait un nombre en deçà du nombre total des partis politiques qui existent au Gabon et qui concourent à ces deux échéances électorales? Oui, M. Pambo, on constate effectivement que à l'issue de la publication par le ministère de l'Intérieur de la liste des candidats qui prendront part à ces élections législatives en l'occurrence, que le nombre de partis en lice, n'est-ce pas, est largement en dessous, n'est-ce pas, de la moitié du nombre total des candidats existants sur l'échiquier politique légalisé. Mais cela s'explique aussi par le contexte. Nous vivons un contexte politique contraignant, rendu comme tel par la nouvelle loi électorale. Les populations, dans leur grande majorité, du moins à travers les propositions qui ont été faites au cours du dialogue national, ont souhaité voir le nombre de partis être réduit. Et donc, ce message semble avoir été entendu par les petits partis qui, déjà, en prélude à l'élection présidentielle, ont développé une stratégie de rassemblement à une échelle qui leur est propre. Maintenant, on constate aussi que les principaux partis politiques de notre pays, en tout cas ceux qui ont effectivement pris part au gouvernement de la transition et qui figurent aujourd'hui au sein de l'exécutif actuel de la Ve République, ces partis-là, à savoir le Parti démocratique gabonais, l'Union nationale, le Rassemblement pour la modernité et l'Union démocratique des bâtisseurs, n'est-ce pas, sont en première ligne de cette compétition électorale. Maintenant, il y a aussi le fait que les petits
partis qui ne sont pas représentés dans l'exécutif, donc dans les instances dirigeantes de notre pays, n'est-ce pas, ont du mal à mobiliser les fonds nécessaires, n'est-ce pas, même en termes seulement de cotisation militante au sein de leurs différents appareils. Et donc, ces partis-là qui ont donc du mal à fonctionner, qui d'ordinaire ne comptent que sur les subventions publiques pour pouvoir fonctionner, n'est-ce pas, se sont trouvés donc là, confrontés à une épreuve, c'est-à-dire l'épreuve financière, et donc n'ont pas pu présenter les candidats. Maintenant, il faut aussi relever que peu avant la publication par le ministère de l'Intérieur de cette liste des candidats, il y avait eu un rassemblement de partis regroupés autour de l'Union du peuple gabonais et de ses différentes tendances, n'est-ce pas, qui avait fait une déclaration annonçant qu'il ne prendrait pas part, n'est-ce pas, à ces élections pour contester, n'est-ce pas, un certain nombre de faits politiques, mais dans tous les cas, on a bien compris que ces partis-là avaient, n'est-ce pas, un problème de trésorerie et donc qu'ils n'étaient pas, n'est-ce pas, aptes à lancer des candidatures sur l'ensemble du territoire. Stevie et Sima, on a donc ces formations politiques, après une vingtaine, qui vont donc prendre part à ces élections, notamment les élections législatives, avec le Parti démocratique gabonais qui a pu investir 145 candidats sur les 145 sièges à pourvoir. L'Union nationale, en termes comptables, l'Union nationale qui a donc 30 candidatures, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM 25, l'UPR 20, 120 pour l'Union démocratique des bâtisseurs. Ce que ça veut dire que ces formations politiques-là, du moins pour ce qui est de l'Union nationale, le RPM, l'UPR, les démocrates avec 10 candidatures, une dizaine de candidatures, notamment le Parti social-démocrate dans le même ordre, une dizaine de candidatures, c'est des formations politiques qui ont pris la mesure de la chose et qui savent qu'aujourd'hui, elles n'ont peut-être pas les mêmes moyens qui leur permettraient de pouvoir faire jeu égal avec l'UDB et le PDG. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, à la lecture de la liste qui a été publiée par le ministère de l'Intérieur, il s'observe qu'il y a une faible mobilisation des partis politiques à concourir au suffrage universel, ce qui est la raison principale de création d'un parti politique, c'est-à-dire l'expression démocratique ou l'expression électorale. Or, si d'aventure les partis ont du mal à se présenter aux élections, les raisons sont à interroger. Moi, j'en vois principalement 3. La première, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte politique où les choses sont en train d'être redessinées. Vous savez, la politique, c'est une question de rapport de force, une question d'entente. Et les ententes d'hier n'ont plus forcément aujourd'hui la même vigueur. Et donc, ceux qui hier pouvaient se présenter comme étant proches du pouvoir ou comme étant fondamentalement opposés au pouvoir, aujourd'hui ont du mal à revoir leur configuration parce que jusqu'à ce qu'on ait à ces élections, nous n'avons pas une clarification assez nette de quels sont les partis qui concourent pour le sens ou pour le compte de l'opposition ou de la majorité. Donc, le premier élément, c'est la nouvelle cartographie politique qui, aujourd'hui, perd un peu certains leaders politiques dans leur positionnement. Le deuxième élément, c'est une habitude politique bien de chez nous qui veut que les élections, dit-on souvent, coûtent beaucoup d'argent. Et plusieurs partis politiques n'ont pas forcément ces moyens pour aller à l'assaut de ces sièges-là. Et puis le troisième élément, c'est l'idée que la politique véritablement nous amène à penser que les antagonismes d'hier, ou du moins ceux qui hier pensaient que la propension à être proche du pouvoir était un gage politique, aujourd'hui ont perdu ces éléments-là. Et il y a aussi un élément clair à relever. On va là aux élections, on ne voit pas une plateforme claire. Par exemple, pour la majorité présidentielle appelée de ses voeux par le président Barreau Chambrier, il n'y a pas un cadre formel
qui fédère, par exemple, les partis de la majorité présidentielle ou un cadre formel qui fédère l'opposition. Avant, nous avions dans notre histoire politique le HCR, nous avons les PPO, nous avons les PPA. Donc, il y avait des cadres formels qui capitalisaient ou catalysaient ces formations politiques et les plus petits partis se retrouvaient dans ces grands ensembles et facilement étaient portés par les grands partis pour concourir au suffrage universel. Or, aujourd'hui, on n'a pas ça. Lorsqu'on regarde, est-ce qu'on n'a pas une locomotive des partis politiques qui s'est démarquée? Évidemment, nous voyons que les personnalités qui ont pris une part active à la transition, ces personnalités-là, aujourd'hui, ont réussi à capitaliser leur participation à la transition. Nous avons le RPM, nous avons l'Union nationale et autres. Mais il y a un autre fait peut-être qui m'interpelle, c'est le fait que le PDG, par exemple, a présenté 145 candidats, alors que l'UDB en présente 120. Il faut en tirer les conséquences, il faut analyser ce fait. Peut-être au cours de l'émission, je vais pouvoir revenir pour vous donner un peu ma grille d'analyse sur cette interprétation que l'on peut avoir de ce que le parti du chef de l'État n'est pas pu, soit par accord... N'est pas pu ou n'est pas voulu. C'est ça, n'est pas pu ou n'est pas voulu, soit par accord. Parce que s'il y a des accords, c'est que c'est un choix calculé et un choix assumé. S'il n'y a pas des accords, c'est-à-dire qu'il n'est pas pu présenter 145 candidats. Mais ça peut aussi être un choix stratégique, donc pas forcément des accords. Parce que dans des sièges où les retours du terrain donnent perdant le parti présidentiel, par stratégie, mieux vaut ne pas présenter un candidat. Parce que ne pas être candidat est mieux que d'aller checker sur un siège où vous savez que vous êtes perdu d'avance. On va revenir sur ce point. Félicien Rodrigue, donc on sait évidemment que le contexte aujourd'hui n'est pas le même en 2025. Après ce coup de libération, coup d'État du 30 août 2023, on n'est pas en 1990. Entre 1990 et 2025, on a connu des périodes où des élections législatives et locales ont été âprement disputées, notamment à partir de 1990, puisque c'était le retour du multipartisme, qu'il y avait cette soif, la mise en relief de nouveaux partis politiques, de nouveaux leaders au sein de l'opposition, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les partis politiques historiques ont perdu de leur éclat, de leur superbe, avec leurs leaders qui, pour certains, ne sont plus de ce monde, hein. D'autres ont volontairement passé la main. C'est le cas du RNB qui s'est mué en RPG, qui est désormais dirigé par Laurent Ngamezui, Paul-Mba Abesolo ayant pris sa retraite, on va dire, sur le plan politique. Est-ce que vous pensez que tous ces différents éléments ont pu faire en sorte que les partis politiques traditionnels, notamment ceux de l'opposition traditionnelle, aient perdu de leur superbe et ne se sentent plus capables aujourd'hui de pouvoir être présents dans l'arène politique? Non, ce qu'il faut dire qui est clair, le retrait des leaders a eu des conséquences. Vous avez cité le père Paul Mabessolo, le fait qu'il se soit retiré et après lui, c'est difficile. Combien de cadres du RPG sont en position stratégique dans les sphères décisionnelles pour pouvoir soutenir le parti? Or, ce qui fait la force, par exemple, de la locomotive PDG, parce que dans le contexte actuel, où nous allons aux élections, le PDG apparaît comme la locomotive, parce que nous avons présenté 145, nous avons présenté les listes dans l'ensemble des localités, des départements et des communes et dans les coins les plus reculés. Pourquoi? Parce que nous avions suffisamment de cadres. Nous avions des militants qui cotisent parce que c'est le nouveau format. Il faut devoir cotiser, il faut devoir soutenir son positionnement politique. Et moi qui vous parle, un certain nombre de gens qui sont dans les listes, qui sont colistiers, cotisent et vont pouvoir donner un plus. Parce que soit ils sont des fonctionnaires, soit ils ont géré les AGR, soit ils ont géré les différentes structures que l'ancien parti qui gérait l'État offrait. Donc c'est ça la réalité qu'il faut dire aux Gabonais, parce que la politique coûte cher et il faut que ça soit soutenu par les militants d'un parti. Or, comment les petits partis qui étaient généralement alimentés par l'ancien régime peuvent-ils encore survivre dans un contexte concurrentiel? Ou bien au contraire, je vais vous surprendre, les élections qui arrivent seront les plus disputées du pays. Parce que chaque
parti, chaque groupe, chaque parti, j'entends le PDG, doit pouvoir démontrer sa force sur le terrain. Pour vous, vous estimez que c'est une question de survie pour le Parti démocratique gabonais? C'est une question de survie, parce que si nous ne sommes pas présents, nous serons appelés à être très affaiblis et après disparaître au bout de 5 ans. Or, nous voulons être présents. Pour être présents, il faut que nous ayons un maximum de conseillers municipaux, un maximum d'élus nationaux, de députés, pour avoir un maximum aussi de sénateurs. Donc pour nous, c'est un enjeu capital. Donc pour nous, plus que hier, nous devons aller à la bataille. Ce qui n'est pas la même chose pour les petits partis qui vont se dire, bon, si j'ai un conseil municipal, pour moi j'existe, donc la loi va être plus souple vis-à-vis de moi, au moins je pourrais garder, parce que leur enjeu c'est de garder leur parti politique en état, en ayant au moins un élu local, ou 2 ou 3. Donc ce qui n'est pas l'enjeu du PDG. L'enjeu du PDG, c'est de faire en sorte que nous puissions gérer les collectivités locales, nous puissions gérer, nous puissions peser par un groupe parlementaire puissant à l'Assemblée et au Sénat. Jean-Christian Kobila, alors sur le terrain, est-ce que le Parti démocratique gabonais qui a investi 145 candidats sur les 145 sièges à pourvoir reste la machine électorale telle qu'on l'a connue depuis 1968? Est-ce que le PDG est encore un ogre ou simplement un géant au pied d'argile? Géant au pied d'argile, non. Ogre, on le saura à l'issue des élections. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le PDG, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a un ancrage territorial qui est réel. C'est l'ancien parti unique, c'est l'ancien parti État, et c'est le parti qui, jusqu'au 30 août au matin 2023, était encore aux commandes de l'État. Et donc, le PDG a suffisamment de cadres, effectivement, dans l'appareil d'État, dans les grandes entreprises, et même suffisamment de barons, n'est-ce pas, qui sont à l'abri du besoin. Et donc, ces gens-là ont un ancrage sur le terrain. Ces gens-là ont facilité l'ascension de beaucoup de jeunes dans les différentes localités. Et donc, on voit bien, à travers la liste qui a été rendue publique par le ministère de l'Intérieur, qu'il y a des bastions, n'est-ce pas, où l'adversité face au PDG ne sera pas forcément rude. Quand vous parlez justement de ces barons du Parti démocratique gabonais, on ne les entend plus trop depuis ces derniers mois. Est-ce que vous pensez qu'ils vont descendre dans l'arène, même en guise de soutien justement, aux candidats qui ont été investis, par exemple, dans la commune de Libreville, premier arrondissement? Je vois qu'il y a la camarade du Parti démocratique gabonais, camarade de Félicien Christian Lembou, qui a été, on va dire, sur le plan politique mise en orbite par André de Denebert. Est-ce que vous pensez qu'André de Denebert va descendre dans l'arène pour justement soutenir les candidats PDG du premier arrondissement? Est-ce que vous pensez que dans le Gouelolo, Faustin Boukoubi, par exemple, va également descendre dans l'arène, les Martin Fidel Maniaga et les autres, dans d'autres localités de Gabon, justement, pour soutenir leurs candidats? Assurément, dans l'estuaire, forcément, Madame Limbourg bénéficiera forcément de l'appui d'André Dieudonné-Bert, bénéficiera forcément de l'appui de l'appareil partisan qu'est le PDG. Maintenant, la réalité politique, la réalité sociopolitique dans l'estuaire n'est pas forcément la même dans le Gouelolo. Dans le Gouelolo, le PDG, en tout cas ce que nous apprend l'histoire, hein, c'est ce qu'aiment rappeler les militants du PDG, le PDG y est né. Et donc les principaux barons du Parti démocratique gabonais y sont domiciliés. Donc la population dans sa grande majorité est pédégiste. Et donc on ne doute pas un seul instant que les barons du parti puissent venir apporter leur soutien aux militants investis par le parti. Mais là aussi, ces barons sont partagés parce qu'on voit bien, par exemple, que la ministre de la Culture, hein, Madame Longo, est originaire de Logouelolo et dans un bastion qui est pratiquement le fief de M. Boukoubi. Et donc,
les soutiens seront partagés entre le PDG et l'engagement, n'est-ce pas, en faveur du parti présidentiel aujourd'hui. Donc, cela augure, n'est-ce pas, de batailles épiques dans certaines localités, mais dans certaines autres localités de notre pays, l'élection est pliée. Lorsque vous voyez, par exemple, dans une province comme le Guelolo, et que Angouani, M. Kalima, qui est un ancien ministre, qui est un baron du Parti démocratique gabonais, est seul en lice sur son siège. Il n'y a même pas la moindre adversité. Donc vous voyez bien que s'il y a un député qui peut déjà être sûr d'être élu, c'est Jeannot Kalima, n'est-ce pas, dirigeant émérite du Parti démocratique gabonais. Donc on voit bien que dans certaines localités qui sont les bastions traditionnels du PDG, l'affaire est pliée à certains endroits et à certains autres, en tout cas, la bataille sera épique entre le PDG et l'Union démocratique des bâtisseurs, l'Union nationale, mais surtout aussi les indépendants. Stevie, et doit-on réduire d'ailleurs ces élections législatives et locales à un duel entre le Parti démocratique gabonais et l'Union démocratique des bâtisseurs? D'accord. Je pense que lorsqu'on observe la liste qui a été publiée, on est plutôt dans une démarche de partenariat politique, même si ce partenariat n'est pas forcément assumé du fait du manque d'un cadre formel. Mais on est dans une démarche de partenariat politique. Je pense que le président Oligui, en héritier assumé de la politique de Omar Bongo, a mis en avant l'ADN de la politique de Omar Bongo, c'est-à-dire la démocratie consensuelle. La démocratie du consensus est devenue une démocratie du partage, une démocratie d'apaisement, une démocratie de l'unité. Parce que lorsque nous voyons que dans certains sièges, le PDG va en tandem avec l'UDB, cela montre que sans avoir ce cadre formel, il y a une nécessité, une volonté des autorités de la République, notamment des autorités de l'UDB, dont le chef de l'État est le président fondateur, d'aller vers cette démocratie consensuelle. Mais mieux, c'est aussi peut-être la manière pour l'UDB de rendre l'ascenseur à tous ces partis-là qui ont évidemment soutenu le chef de l'État, dans le cadre de la transition, mais surtout dans le cadre de l'élection présidentielle. Et donc aujourd'hui, nous voyons que dans les sièges où des principales personnalités, des leaders de ces partis qui gravitent autour du chef de l'État sont candidats, l'UDB n'a pas forcément présenté de candidats challengers. Cela veut dire que nous sommes là dans une démarche de convivialité. Une convivialité aujourd'hui qui n'est peut-être pas encore formelle. Madame, vous parlez de convivialité. On va revenir évidemment sur ce cas spécifique qu'a évoqué Jean-Christian Kombila dans le département de l'Ekabi-Léolo. On est dans la province de Haut-Ogooué, en Gouoni donc. Un seul candidat titulaire, Jeannot Kalima, du Parti démocratique gabonais avec son suppléant. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les élections législatives, dans le département de l'Ekabi-Léolo, un seul candidat. Un seul parti politique a donc fait acte de candidature, le PDG. Est-ce que c'est une particularité ou une curiosité? Et comment on peut l'expliquer en démocratie? Vous savez, le Gabon est coutumier du fait, notamment la province du Haut-Ogooué, parce que le président sortant Ali Bongo Ondimba a souvent été candidat unique dans le siège de la Djoré Anili, je pense à Bongoville. C'est une curiosité gabonaise, c'est vrai, mais je pense que la démocratie, dans l'idéal occidental, c'est-à-dire duel, l'altérité, n'est pas moins valorisée parce que nous sommes dans une démarche de démocratie consensuelle. Parce que les pérégistes vous diront que leur candidat investi pour ce siège, c'est Jeannot Kalima. Mais l'UDB, par le fait de ne pas présenter le candidat, a estimé que leur candidat de raison, leur candidat de partenariat, c'est Jeannot Kalima. Donc en réalité ici, nous avons eu une sorte de démocratie consensuelle a priori. C'est-à-dire qu'ils ont estimé qu'il faut parvenir à une entente parce qu'il y a quand même un visage fort. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, de façon très simple, qu'il n'y a finalement pas d'adversité sur le terrain dans cette circonscription? C'est un véritable bastion du Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire que les autres formations politiques
face à cette réalité, ont compris qu'ils ne pouvaient rien espérer de la part de populations qui, depuis des décennies, votent régulièrement le Parti démocratique gabonais. Je pense que dans ce siège-là, l'élection législative est beaucoup plus une compétition d'enfants d'une même contrée. Je pense que l'UDB a forcément en ses rangs un enfant. Mais l'UDB n'a pas investi justement de candidat. Mais c'est parce que nous sommes dans une logique d'entente politique. Et c'est cette entente politique à laquelle l'UDB nous a démontré avec le PDG. Mais il n'y a pas que le PDG, il y a aussi des autres partis comme le RPM ou l'Union nationale, où là où les candidats, les leaders de ces partis sont candidats, on a vu que l'UDB a un peu rétro-pédalé. Mais ça veut dire quoi pour comprendre la stratégie globale? L'UDB a annoncé une ambition de 145 candidats, tout comme le PDG. Ici, nous avons débattu en disant que est-ce que ce n'était pas un peu se tailler la part du lion du fait du postulat de l'inclusivité porté par le patron de l'UDB. Aujourd'hui, justement, nous sommes là dans la pérennité ou la pérennisation de ce postulat d'inclusivité, et même au niveau politique. Très bien. Est-ce que votre argumentaire, on peut le considérer comme étant auto-réfutant si on l'oppose à une autre réalité, c'est-à-dire on déplace le curseur, on part donc de l'Ekabi-Léolo, on vient dans la province de Langounié, dans le département de la Doula, et là on a le Parti démocratique gabonais qui investit Yves-Fernand Manfumbi dans le siège unique, et l'UDB investit le ministre de l'Environnement, en même temps secrétaire général de l'UDB, Maïs Mouissi. Alors, vous parlez d'entente pour ce qui est de l'Ekabi-Léolo, et qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'au niveau du département de la Doula, dans cette circonscription, l'Union démocratique des bâtisseurs et le PDG préfèrent s'affronter sur le terrain plutôt que de s'entendre selon ce que vous dites. Je pense que chaque siège, chaque région du Gabon a une sociologie propre, a un rapport à la politique, un rapport aux luttes politiques qui lui sont propres. Je pense que la localité de Ndende nous a souvent offert des luttes politiques un peu qualifiées de chaudes d'empoignade. Nous nous souvenons du combat de Pierre Mamboundou avec les différents candidats du PDG lorsqu'il était la figure référentielle politiquement de cette localité. Je pense que ce qui est facile à obtenir dans une localité X ne peut ne pas l'être dans une localité Y, mais la volonté est là. Et même là, pour terminer, on n'est pas encore arrivé au 27 septembre. En politique, des surprises peuvent arriver jusqu'au jour de l'élection. On ne sait jamais. Oui, mais ce qu'on observe sur le terrain, en parlant justement de ce siège unique du département de la Doula, de ces candidatures d'Yves-Fernand Manfumbi et de Maïs Mouissi, c'est qu'on est quasiment... Il y a comme un air de campagne qui flotte déjà dans la Doula, au regard justement de la mobilisation des deux partis politiques sur le terrain. L'Union démocratique des bâtisseurs a d'ailleurs lancé sa tournée nationale par la Doula. On a vu les images de la mobilisation. Il y a quelques jours, c'était déjà Yves-Fernand Manfumbi qui mobilisait du côté de la Doula. Donc, de ce côté-là, le ton est déjà donné. Félicien Rodrigue, vous, alors, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette empoignade entre griffes au niveau de la Doula, entre le ministre de l'Environnement, secrétaire général de l'UDB, et Yves-Fernand Manfumbi du Parti démocratique gabonais? Oui, mais permettez-moi avant de répondre, de rectifier certaines choses que mon compatriote venait de dire. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente pour la simple raison, c'est que là où il perçoit l'entente, en réalité... Il n'y a pas d'entente entre le PDG et l'UDB. Oui, là où il perçoit l'entente, je prends l'exemple de Ntoum. C'était un membre du gouvernement que le président, qui était déjà au régime déchu, que le président, pour des raisons qui lui sont propres, a gardé, a même valorisé en tant que ministre d'État. À partir de ce moment, elle sert publiquement et de manière... Vous parlez de la ministre Camélian Toutoum-Leclerc. Camélian Toutoum-Leclerc sert le président de la République à volonté. Non, elle sert la République. Elle sert la République, mais elle sert aussi le président. Autrement dit, si le président fondateur de l'UDB, qui en même temps son chef du gouvernement et président de la République, estime que ce ministre-là fait bien mon travail pour lequel la République la reconnaît, pourquoi je vais pouvoir gêner son élection en mettant un candidat à mon ministre? Parce que c'est d'abord son ministre. Donc, il faut que les choses soient mises dans leur contexte. Comment on appelle ça?
Non, on appelle ça simplement que tu favorises ton membre du gouvernement, tu ne favorises pas la militante du PDG. Tu favorises pour que ton membre du gouvernement qui gère tes dossiers à l'échelle... Vous pensez que c'est une question de légitimité? Je pense d'abord que la première chose, c'est d'abord une question de légitimité parce que le président ne veut pas désavouer ses membres du gouvernement. Et il est en même temps le chef du gouvernement. Donc, il ne veut pas désavouer sur le plan politique parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instance gouvernementale est d'abord une instance politique. Et donc, le président estime qu'il ne peut pas désavouer son membre du gouvernement. Et j'en viens, je vais répondre à votre question. On peut prendre comme ça plusieurs cas, parce qu'il a pris des cas qui ne coïncident pas la réalité. Parce que la réalité ici, c'est que le cadre formel, donc il dit qu'il n'y a pas de cadre formel, mais il y aura le cadre formel à l'issue des élections. On ne peut que faire la nouvelle configuration qu'à l'issue de voir ce que pèsent les uns et les autres, qu'à ramener les uns et les autres. Et nous, pour chuter maintenant à ce que vous dites de cas de Ndéndé. Mais c'est un cas d'école parce que c'est un cas où nous avons notre vice-président du parti qui est aux prises avec le secrétaire général de l'UDB. Donc, le premier responsable du parti du président de la République. Donc à partir de ce moment, nous les militants du PDG, nous soutenons fermement notre vice-président pour qu'il y ait la démocratie. C'est ça doit s'appuyer. On doit voir de quoi est capable parce que c'est bien beau que les gens... Démocratie à géométrie variable? Non. Apparemment. Non, ce n'est pas une démocratie à géométrie variable, c'est pour réellement voir le poids parce que n'oubliez pas que l'UDB est une formation nouvelle qui ne fait que se structurer de jour en jour. On voit dans la presse, on voit en ligne, on voit dans certains groupes WhatsApp, on voit que de jour en jour, on nomme encore les gens. Donc, ils n'ont pas encore une structuration fiable. Ils ont l'aura du président fondateur. Mais dans la structuration même, sur l'ensemble du territoire, ils ne font que nommer de jour en jour. Et vous, je vous épargne un peu le choix des candidatures. D'accord. Jean-Christian Kombila. Alors, on reste sur la DOLA, donc le siège unique de la DOLA, et ces duels en perspective entre Maïs Mouissi, le candidat investi par l'UDB, secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, et Yves-Fernand Manfumbi. On peut également descendre un peu plus bas dans le sud. Deuxième siège du département de Mogouti, dans la commune de Tchibanga, où le ministre d'État, le colonel Ulrich Manfumbi est également investi par l'Union démocratique des bâtisseurs. Est-ce que vous pensez que là, l'UDB envoie un message clair pour ce qui est de pouvoir prendre la main sur cette partie du sud du Gabon qui ont souvent été considérés comme étant des bastions de l'opposition? L'UPG, en Ndéndé avec Pierre Mamboundou, et on connaît évidemment la posture prise par la province de la Nyanga ces dernières décennies dans notre pays. Est-ce que c'est un calcul que l'UDB fait? Votre question est pertinente et même l'orientation que vous donnez à votre question l'est davantage. Comparaison n'est pas raison, mais tout de même, on va commencer par la situation explosive de la DOLA, où on voit bien que le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, Maïs Mouissi, qui est un novice en politique, n'est-ce pas, va affronter le vice-président du Parti démocratique gabonais en la personne de Yves Manfumbi, qui a déjà un vécu sérieux, n'est-ce pas, en politique. Et donc, la bataille de la DOLA s'annonce rude. D'abord parce qu'elle oppose, en effet, deux fils du terroir qui ont un passé politique que l'un assume davantage que l'autre. Et ils vont compétir dans une circonscription électorale où l'ombre de Pierre Mamboundou plane encore, n'est-ce pas, sur la circonscription électorale et même sur l'ensemble du département. Et donc, les soutiens historiques de Pierre Mamboundou sont encore présents sur le terrain. Sa base militante et traditionnelle reste intacte. L'issue de ce combat épique entre Yves-Fernand Manfumbi et Maïs Mouissi
dépendra non seulement des soutiens respectifs que les uns et les autres, que l'un et l'autre auront de leurs différents partis, mais essentiellement du rapport, n'est-ce pas, que l'un et l'autre auront a construit ou ont construit avec les structures de base, n'est-ce pas, de l'union du peuple gabonais qui sera l'arbitre, n'est-ce pas, de ce match épique entre Yves Fernand Manfumbi et Maïs Moussi. Ce que l'on croit savoir, c'est que Yves Fernand Manfumbi, n'est-ce pas, auréolé de vous êtes militant du sa PDG, donc c'est statue, normal que vous n'est-ce puissiez pas, dire- de fils du terroir, a construit une relation forte, n'est-ce pas, avec les anciens soutiens de Pierre Mamboundou sur le terrain, ce que sans doute est en train de faire le secrétaire général actuel du Parti démocratique gabonais. Dans tous les cas, n'est-ce pas, c'est un combat qui n'a pas encore révélé, n'est-ce pas, ses pronostics difficiles. Parce que, encore une fois, l'observateur averti que je suis constate en effet que dans cette bataille-là, le candidat du PDG, avec l'histoire du terrain, va avec une longueur d'avance, mais les ressorts dont dispose Maïs Moussi, n'est-ce pas, peuvent faire en sorte qu'au dernier moment, n'est-ce pas, un coup du chapeau nous soit sorti. Maintenant, dans le deuxième siège de la commune de Tchibanga, n'est-ce pas, où se présente le ministre d'État Ulrich Manfumbi, c'est une circonscription électorale qui est constituée en grande majorité, n'est-ce pas, des populations venues de l'intérieur de la province. Il y a là-bas beaucoup de compatriotes qui sont issus du département de Mongo. Et donc, le fait, n'est-ce pas, qu'une personnalité comme Jonathan Inyumba ne soit pas candidat à Mongo et se retrouve être le secrétaire général adjoint du parti présidentiel aujourd'hui, est un avantage comparatif, n'est-ce pas, qui peut servir, n'est-ce pas, au ministre d'État Ulrich Manfumbi, n'est-ce pas, dans cette conquête, n'est-ce pas, de cette circonscription électorale-là. Et donc, nul doute que le colonel Manfumbi va battre le rappel des troupes et que l'appareil du parti se mobilisera en sa faveur pour faire en sorte qu'il remporte cette élection dans cette circonscription électorale-là. On va terminer cette première partie de l'émission sur le point relatif donc aux élections locales rapidement. Stevie et Sima, les élections locales également très importantes, ces élections locales. Est-ce que vous pensez que ces élections locales pourraient être, je veux dire, l'attention pourrait être particulièrement fixée sur la commune de Libreville? La commune de Libreville, à la lumière justement de ce que le président de la République a rappelé dans son discours du 16 août dernier, l'appel à la mise à, on va dire, à mettre la croix sur la géopolitique, puisque c'est une circonscription, notamment une commune, celle de Libreville, dont les maires ont toujours été issus des communautés Fang de l'Estuaire, Mpongwe de l'Estuaire également. Est-ce que là, c'est un véritable révélateur, un test, un grandeur nature? Très bien. Permettez-moi de revenir sur une question, oui, que vous avez posée antérieurement et qui était fort pertinente. C'est-à-dire qu'on observe depuis le 20 du 30 août que la première élection législative et locale n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Alors qu'on se tend à faire une analogie entre les événements de 90 et ceux de 2023. Mais simplement que la réforme constitutionnelle a aussi découragé plusieurs personnes du fait que l'Assemblée nationale a un peu perdu de son lustre d'antan, du fait de ne plus pouvoir déterminer la majorité parlementaire qui a tout de suite donné droit à un poste de Premier ministre et le contrôle de l'action de l'État parce que le gouvernement étant responsable devant le Parlement. Donc, ce contexte de réforme constitutionnelle a aussi découragé certaines personnes à se dire, bon, pourquoi nous battre pour aller à une assemblée qui en réalité a perdu un peu de sa vigueur. Ça, c'est pour cela. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on observe,
les caciques du PDG, les anciens du PDG, pour certains, les hiérarques du PDG, ont laissé leurs poulains aller à l'UDB. Vous avez pris l'exemple fort à propos de ma camarade Lembou et André Dieudonné, qui est son parrain. Mais Dieudonné est aussi parrain de Jean-Jacques Kangué, qui a été laissé pour aller à l'UDB. Aujourd'hui, est devenu secrétaire provincial. Mais ADB serait bien gêné entre le soutien régalien ou constant d'un camarade ou d'un candidat du PDG et le soutien de son poulain politique qui est parti à l'UDB. Et ce cas de figure se trouve un peu partout, même à Port-Gentil. L'un des poulains du patriarche Essongué, aujourd'hui, est directeur de cabinet adjoint 1 du président de l'UDB. Alors que le PDG Richard Royembo, alors que le PDG a présenté des candidats face à lui. Donc, je ne sais pas pourquoi ce phénomène est stratégique, est-ce un calcul politique. Eh bien, l'avenir nous le dira. Mais pour revenir à votre question précise, Libreville est une ville cosmopolite. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Le cosmopolitisme, c'est que Libreville est le creuset du vivre ensemble de toutes les ethnies du Gabon. Le vivre ensemble, c'est l'acceptation de l'autre, c'est l'unification de l'autre, c'est l'unité dans la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Gabonais vivant à Libreville doit se réclamer comme étant, j'ai envie de dire, propriétaire de Libreville en griffe, parce que Libreville ne peut plus être la ville des estuariens, qu'ils soient Fang ou Mpongwe ou autre. Libreville appartient à tous les Gabonais parce que c'est la capitale politique du Gabon. La preuve, c'est que l'État a décrété Akanda comme capitale provinciale de la province de l'Estuaire. Saint-Saëns. Pourquoi l'État a dichotomisé, a dissocié Libreville comme capitale politique du Gabon et Akanda comme capitale provinciale de la province de l'Estuaire? Le débat est clos. Ça veut dire que tout Gabonais peut prétendre, lorsqu'il a des intérêts à Libreville, comme le prévoit le dispositif réglementaire, à être maire de Libreville. Cela ne sera que la consécration de notre unité nationale, de notre construction d'une société prospère, harmonieuse et où le vivre ensemble est le leitmotiv des enjeux politiques. Félicien Rodrigue, on va vous entendre sur cette question en 1 minute, puisqu'on a une deuxième thématique rapidement qu'on doit aborder. Vous, en tant qu'originaire de la province de l'Estuaire, vous êtes ici, c'est ça, non? Ici, 6. Non, je suis pas ici. Non, je voulais dire quelque chose. Il a dit, je veux prendre la substance de son mot de fin. Libreville a un statut. C'est la capitale politique du Gabon. Donc à partir de ce moment, Libreville accueille tous les Gabonais d'horizons divers et qui vivent en bonne intelligence. Maintenant, à la question de savoir avec pertinence, la loi non écrite, oui, mais parce que Libreville appartient d'abord aux autochtones de Libreville. Les autres, nous avons un statut, il y a un statut juridique qui est là, c'est la capitale du Gabon. C'est tous les Gabonais qui vivent à Libreville, sont Gabonais partout sur l'ensemble du territoire. Quand ils sont là, ils ont des maisons, ils travaillent, ça ne pose pas de problème. Maintenant, nous avons des représentants, des élus nationaux qui ne sont pas de l'Estuaire. Nous avons des maires qui ne sont pas de l'Estuaire. Mais permettez quand même que le premier magistrat de la ville de Libreville doit être quand même un natif de l'Estuaire, un autochtone de l'Estuaire. Voilà la question, le problème. Aux États-Unis d'Amérique, Arnold Schwarzenegger, il est né autrichien, il est arrivé aux États-Unis, il a fini par devenir gouverneur de la Californie. Tout est évolutif. Il pète pour sa chapelle. On va donc ouvrir la seconde thématique de l'émission, mais avant, rappeler d'abord, vous montrer ces panneaux, évidemment, cette période de réclamation qui a été donc arrêtée par le ministère de l'Intérieur. Donc, le communiqué d'abord dans lequel le ministère de l'Intérieur informe les candidats aux élections législatives et locales qu'ils ont 72 heures pour pouvoir introduire des recours si jamais ils ont fait le constat de l'absence de leur nom dans la liste qui a été publiée officiellement par le ministère de l'Intérieur. Deuxième thématique donc de l'émission en rapport avec cette mobilisation sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez le voir, évidemment, c'est sur le panneau. Merci, on peut passer au panneau en rapport directement avec cette campagne de mobilisation Consommons Gabonais. Ces appels donc lancés par certains sur les réseaux sociaux. Je suis Gabonais.
j'achète gabonais, soutenez vos commerçants locaux. Il y a donc également la mobilisation de certaines personnalités, on l'a dit, notamment Vivien Amos Makagapea ou encore Paé qui appelle, et là c'est Vivien Patrice Liod qui est donc gabonais, ancien secrétaire général de l'UJPDG, avocat au barreau de Paris, qui clairement appelle tous les Gabonais qui ont des affaires, qui ont des commerces à pouvoir le contacter afin qu'il lui puisse faire le relais de leurs activités et ainsi inciter les milliers de personnes qui le suivent sur ses réseaux sociaux à pouvoir consommer gabonais. Jean-Christian Kobila, comment vous trouvez cette initiative? C'est une initiative qui correspond, n'est-ce pas, au nouvel état d'esprit, n'est-ce pas, qui est promu par les autorités de la Ve République. Cet état d'esprit, n'est-ce pas, traduit une refondation, n'est-ce pas, de la mentalité gabonaise. Elle s'est exprimée lors du dialogue national inclusif avec les 38 000 propositions qui sont venues de l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Et donc, on a bien vu là une démarche de réappropriation de l'identité nationale gabonaise, une démarche de réaffirmation de notre souveraineté à la fois identitaire, mais de notre souveraineté patriotique et de notre souveraineté économique. Et donc, il faut saluer ces compatriotes-là qui, à travers ces initiatives de marketing, n'est-ce pas, au profit, n'est-ce pas, du Made in Gabon, n'est-ce pas, veulent donner davantage de force au discours du président de la République et apporter leur concours à la promotion, n'est-ce pas, de l'innovation gabonaise, à la promotion, n'est-ce pas, des produits vivriers, agricoles et de l'imagination de nos compatriotes. Stevie Essima, est-ce qu'on peut craindre une forme de protectionnisme voilé ou c'est normal, il faut soutenir les initiatives des Gabonais, inciter, appeler les consommateurs gabonais à consommer gabonais? Très bien. Le protectionnisme est un levier économique pour l'expansion économique d'un pays. La préférence nationale est aussi un levier économique. Je pense qu'ici, nous sommes en présence d'une démarche de préférence nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gabon veut capter toutes des niches de croissance économique susceptibles de booster son économie, mais surtout de participer à un développement inclusif des Gabonais. Et il est question donc de promouvoir cette pratique commerciale qui n'est pas forcément acquise dans le génétique gabonaise. Mais mieux, il faut par cette démarche casser l'habitude sociale qui veut que ce que le Gabonais fait n'est pas toujours apprécié de son frère gabonais et que concurrentiellement, c'est comme si le Gabonais avait déjà un désavantage par rapport aux produits venus d'ailleurs. Il faut casser cette habitude sociale, il faut casser ces mauvaises habitudes et cela commence par une sensibilisation, surtout que c'est une initiative citoyenne. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de boycott aussi à l'endroit d'autres produits? On est dans une économie de marché, une économie libérale, voilà. Oui, mais ce n'est pas une forme de boycott radical, mais c'est une forme de préférence nationale, c'est-à-dire que consommons davantage ce que nous-mêmes nous produisons et évidemment, nous ne pouvons pas satisfaire la demande nationale, allons-y chercher ce qui vient d'ailleurs, mais consommons davantage. Parce que la courbe au Gabon, c'est qu'on consomme plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui est produit localement. Donc, il faut inverser la courbe pour qu'on consomme davantage ce qui est fait localement et que l'extérieur nous serve d'appoint. C'est cela la démarche. Félicien Rodrigue, un vous? Oui, non. Ce qu'il faut d'abord noter, ça se situe à plusieurs niveaux. Consommons d'abord localement, on le voit, nos sœurs sont dans des marchés. En règle générale, on fait les marchés chez nos sœurs. Nos sœurs occupent certains débits de boissons. On y voit des Gabonais y aller dans ces débits de boissons. Nos sœurs occupent des petits
là où on fait manicure, pédicure, on y voit des Gabonais y aller. Je pense qu'il faut encourager. C'est comme dans la restauration. J'ai vu, il n'y a pas assez longtemps, un ministre aller déjeuner à chaque fois chez les restaurants où il y avait des Gabonais. Donc je pense que l'idée est là. Il faut maintenant structurer cela. Il faut que les associations des consommateurs et tous les gens de la société civile fassent comme encouragent les Gabonais pour aller consommer chez leurs frères et sœurs gabonais. Je pense que c'est un message, ce n'est pas du protectionnisme. Ça veut dire tout simplement que si nous devons encourager tous les opérateurs économiques, mais commençons à encourager d'abord les nôtres. On a donc vu cette publication sur la page de... Encourageons d'abord les nôtres. Bakanga-Péan, on peut voir celle de Paris également. Patrick Essonneau, célèbre caricaturiste au Gabon. Donc Patrick Essonneau, sur sa page, voilà, il dit 100% Gabonois, je vous soutiens. On va donc voir. Il dit en inbox dans ma messagerie, Messenger, envoie-moi toi, Gabonois, la doc de ton business avec cette page. Je vais donc t'encourager, te faire de la pub dans le gratuit avec son ton, hein, histoire de lancer, de faire parler et connaître ton business. On va voir si le Gabonais que l'on dit paresseux va lever son doigt, faire comme les autres, les étrangers qui se démerdent dans leur petit métier. On voit donc ta photo, ton business, le contact, le lieu. Parle-nous de toi. Pour qu'on vienne te faire la recette, mettre en haut, explique, j'en parle. Voilà, sinon en bas, je suis Gabonais, etc. Donc, forte mobilisation déjà de ces personnalités. C'est-à-dire que si Félicien Rodrigue, vous, Jean-Christian Kambila, vous avez des pages sur vos réseaux sociaux, vous pouvez également vous y coller. Hein, et oui, non, M. Pambo, si ça vous intéresse. Il y a effectivement un sentiment patriotique fort, n'est-ce pas, chez ces compatriotes qui se proposent de servir de vecteur de communication et de promotion, n'est-ce pas, des activités économiques qui pourraient être celles de nos compatriotes. Comme l'a dit M. Mvoung, hein, traditionnellement, les compatriotes consomment avant tout local. Hein, lorsque l'on va à l'intérieur du pays, les Gabonais consomment local. Maintenant, l'enjeu ici, c'est de donner de la visibilité, n'est-ce pas, aux activités génératrices de revenus, aux activités économiques et commerciales de nos compatriotes. Et donc, ces compatriotes-là, qui s'expriment à travers les réseaux sociaux, introduisent là cette nouvelle donne que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'est-ce pas, pour servir, n'est-ce pas, de porte-voix, n'est-ce pas, à ce qui se fait de bien, à ce qui se fait de mieux dans notre pays. Et donc, ce sont des opportunités à saisir, n'est-ce pas, par les commerçants locaux, par les opérateurs économiques locaux, n'est-ce pas, pour donner de la visibilité, n'est-ce pas, au Made in Gabon à l'échelle du monde. Un dernier tour de table avant de mettre un terme à l'émission. En guise de conclusion, on a donc abordé deux thématiques. La première en lien avec les élections législatives et locales qui auront lieu en octobre prochain, 27 septembre. Premier tour des élections législatives et locales. Deuxième tour le 11 octobre pour les élections législatives. Félicien Rodrigue, vous. Oui, donc ce que je voudrais dire, c'est que la première chose, c'est qu'il faut que les compatriotes qui n'ont pas vu leur nom puissent, pour une raison, je pense que c'est la loi dit que lors du dépôt des candidatures, il faut que le dossier comporte toutes les pièces requises demandées par la loi. Donc je pense que s'il y a eu quelques rejets, qu'ils devraient rapidement les remplir au bout de 72 heures afin d'être validés. La deuxième chose que je pourrais dire par rapport au deuxième sujet, c'est que moi je vais régulièrement à l'intérieur du pays. Il m'est arrivé très rarement d'aller, je ne connais pas une structure dans OIM, que ça soit au marché où on mange, que ça soit au Baron, que ça soit au 202, au marché de Nguema, que ça soit pour aller en boîte de nuit au 202 ou au Baron. Pas de pub, s'il vous plaît. Oui, pas de pub, mais c'est pour dire que généralement, l'essentiel de l'activité est tenu par des Gabonais. Et quand moi j'y vais, que ça soit nu là, un peu partout, c'est toujours chez les Gabonais. C'était bien, Simon. Oui, je pense que pour le premier sujet,
Je pense que le président de la République a décidé de donner encore des beaux jours à la pratique de la démocratie consensuelle au regard des listes croisées et des candidatures croisées que nous avons pu observer dans le cadre du tandem PDG-UDB. Ce n'est pas forcément en soi une mauvaise chose. Le pays a besoin d'apaisement, le pays a besoin de visibilité, le pays a besoin d'une bonne trajectoire, d'une offre politique qui puisse convaincre les populations vivement qu'au sortir de ces élections, les institutions nouvelles qui vont naître participent justement à l'éclosion du débat démocratique. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième sujet, c'est de dire que la préférence nationale ne doit pas être vue, du point économique, ne doit pas être vue dans une sorte de démarche manichéenne où il y a d'un côté les bons contre les mauvais. Il ne s'agit pas de dire que ce qui est gabonais est bon, ce qui n'est pas gabonais est mauvais. Non, c'est juste une démarche qui consiste à amener nos frères et nos sœurs gabonais à davantage s'intégrer dans le tissu économique périphérique qu'on appelle généralement l'économie informelle. C'est de bonnes guerres. Nous ne sommes pas là dans une dichotomisation entre ce qui est bon venu local et ce qui est mauvais prétendument venu d'ailleurs. Jean-Christian Kobina, en 45 secondes, votre conclusion. La participation sera le grand enjeu, n'est-ce pas, de ces élections législatives et locales quasi jumelées, on va dire. On a vu pendant l'élection présidentielle que la participation était maximale. Maintenant, on va voir ce que sera cette participation au cours des élections législatives et locales. On note déjà que l'élection présidentielle a été une élection apaisée et l'orientation, n'est-ce pas, qui est donnée à travers les listes rendues publiques aujourd'hui ou hier par le ministère de l'Intérieur donne à penser que les autorités politiques de notre pays et l'ensemble des forces politiques de notre pays sont d'avis que ces élections-là puissent être des élections apaisées, n'est-ce pas, à l'issue desquelles on va découvrir un nouveau modèle politique gabonais. Maintenant, il y a aussi un message, n'est-ce pas, qui est lancé par le président de la République à l'ensemble des électeurs de notre pays, mais singulièrement les électeurs du Sud, à savoir ceux de Ndendé et ceux de Langounier et ceux de la Niaga. Maintenant, pour terminer, par rapport à la préférence nationale qui est promue par nos compatriotes, mais nous ne pouvons que la saluer et c'est de bon augure, n'est-ce pas, pour la construction de notre souveraineté économique. Merci beaucoup Jean-Christian Kobila. Merci également à vous Félicien Rodrigue et Stevie Essima d'être passés sur le plateau de Télé Africa dans le cadre de cette émission L'Île de Mire. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.